Sous la grande et brillante lune, la vie d'Alva a changé. Il n'en croyait pas ses yeux quand un bel esprit s'est matérialisé devant lui, le suppliant de rassembler le pouvoir des esprits et de devenir un grand utilisateur d'esprits pour ouvrir la porte du ciel. L'esprit a juré de le soutenir et d'être son épée, l'appelant son maître. 2 semaines avant cette rencontre, les esclaves paniquent et courent pour se mettre en sécurité. Ils implorent pour leur vie, ne voulant pas mourir d'une mort absurde. L'un d'eux abandonne complètement car les esclaves comme eux ne font pas le poids face à un boss de donjon de rang A. Ils ne peuvent absolument pas gagner contre Cerbère. Le monstre chien à plusieurs têtes attaque les esclaves et leur crache du feu, les faisant se sentir désespérés et certains qu'ils vont mourir. Juste à ce moment-là, un autre esclave apparaît et attaque l'une des têtes de Cerbère, la blessant. Les esclaves sont stupéfaits alors que celui qu'on appelle le dieu de la peste se tient sans crainte devant la bête. Provoquant sa colère, le monstre tente de l'attaquer à nouveau. Mais à la surprise générale, il lève son épée et tranche Cerbère d'un seul geste rapide. Pendant ce temps, dans une grande ville quelque part, les gens sont plus que choqués lorsque les explorateurs esclaves reviennent vivants d'un donjon de rang amené par Alva, qui a également survécu à l'exploration d'un autre donjon auparavant. Ils ont du mal à le croire, car il a encore du poids attaché à lui. Ailleurs, le seigneur de la ville apprend qu'Alva a de nouveau survécu à l'exploration du donjon et que, même s'il est désavantagé, il revient vivant. Alors qu'Alva se promène dans la ville, les gens commencent à lui lancer des tomates et à le huer alors qu'il traverse les rues. Un marchand buvant dans un pub en est témoin, se demandant pourquoi les gens sont ingrats envers l'homme qui a nettoyé le donjon de rang A. Un vieil homme intervient, disant qu'Alva est le fils d'un criminel et d'une putain, alors les gens le chahutent. Il ajoute que le père d'Alva était autrefois un noble de la ville, mais un jour, il se rebelle et attaque sa propre terre. Son armée privée déchire tout, détruisant la ville du jour au lendemain et tuant tous ceux qui sont en vue. Ils essaient de l'attraper, mais il est déjà parti, mais leur haine ne s'estompe pas car quelqu'un doit être blâmé. À cause de cela, le jeune Alva subit la colère des nobles et est blâmé pour les péchés de ses parents. Le vieil homme convient que les habitants de la ville sont des gens terribles, mais grâce à Alva, la ville prospère grâce à la fortune qu'il gagne grâce à l'exploration de donjons. Pourtant, les gens veulent toujours que le jeune homme meure aux mains de monstres à cause des péchés de ses parents. Il ajoute que la ville et ses habitants sont tous pourris jusqu'à la moelle, et que cela fait 6 ans qu'Alva et une fille sont devenus esclaves. Les autres esclaves lui lancent des regards durs, le blâmant d'être jeté dans des donjons dangereux. Tranquillement, Alva promet qu'il ne continuera plus à les entraîner vers le bas puisqu'il va mourir de toute façon. Avec le recul, il a été joué avec lui depuis qu'il était enfant. Il se souvient s'être battu contre 2 faibles gobelins quand il avait 9 ans. Il gagne, mais il est couvert de blessures, et son état apporte de la joie aux gens aux portes du donjon. Il s'assure qu'il ne meurt pas et qu'il souffre de grandes douleurs et misères. Il le tourmente à la place de son père et le font se battre dans des endroits où il mourrait sûrement, mais il continue à survivre. Il s'accroche à la vie et survit. Finalement, après avoir mené de nombreuses batailles, il devient quelqu'un qu'ils ne peuvent pas tuer facilement, ce qui frustre les habitants de la ville. À sa cellule de prison, Alva demande aux gardes sa nourriture, qui prétend qu'il n'en aura pas, le faisant rester 5 jours sans manger. Alva est affamé mais ne peut rien faire car il ne peut pas s'enfuir avec le collier magique autour du cou. Tôt ou tard, leurs stratagèmes le tueront et il ne vivra pas longtemps. Plus tard, il est de nouveau dans un donjon, combattant une autre bête de toutes ses forces. Les autres esclaves tremblent de peur pendant qu'il détourne les attaques du monstre, protégeant les autres. Il affronte un minotaure noir, une espèce dotée d'une puissance immense connue pour sa force brute. Pour vaincre son adversaire, il utilise sa vitesse et donne un coup de pied au minotaure, le rendant immobile. Les esclaves sont stupéfaits car il tient bon seul dans un donjon de rang à qu'il faut normalement 20 aventuriers d'élite pour nettoyer. Cependant, Alva commence à mourir de faim et n'a presque plus de force. Son arme n'a pas été remplacée depuis des années. C'est une épave. Et la lame peut à peine couper, il ne peut donc pas baisser sa garde. Il se pousse à continuer à se battre et se déplace pour attaquer à nouveau. Cependant, il s'arrête au milieu du combat en remarquant un rare lézard jaune sur le sol du donjon. Il se dit de se concentrer et que le lézard n'est pas pertinent, finit par essayer de protéger le simple reptile du minotaure. Alva se réprimande d'avoir agi si imprudemment et de protéger un lézard sans valeur. Utilisant la situation à son avantage, il attaque la jambe du minotaure, la blessant grièvement. Avec ses forces restantes, il tranche son épée vers la bête, l'anéantissant complètement. Les esclaves sont tous abasourdis, incapables de croire qu'Alva vainc le minotaure tout en protégeant un lézard sans valeur. De retour au pub, le jeune marchand trouve étrange que le père d'Alva puisse si facilement attaquer toute la ville et échapper aux forces du seigneur. Le vieil homme lui raconte une rumeur selon laquelle le père d'Alva acquiert un pouvoir spécial du jour au lendemain et devient un utilisateur d'esprits légendaires. Pendant ce temps, Alva se fait un allié improbable avec le lézard, sans savoir que sa vie vient de changer complètement. Alva parle à son nouvel ami lézard dans l'obscurité de sa cellule, car il rappelle à la petite qu'il a risqué sa vie pour la sauver. Alva se sent comme un idiot, se souvenant qu'il s'est intentionnellement blessé juste pour protéger la créature. Il se demande s'il ne devrait pas simplement manger le lézard, ce qui fait peur à la petite.
Le lézard panique, faisant sourire Alva. Il dit au lézard qu'il plaisantait et qu'il ne serait pas pratique de la manger alors qu'il a eu tellement de mal à la sauver. Il demande au lézard de se mettre sous la couverture à côté de lui pour qu'elle n'ait pas froid. Alva essaie de dormir, mais son bras gauche cassé lui fait tellement mal qu'il ne peut pas l'ignorer. Il craint que son prochain combat ne soit difficile à cause de cela. Le lézard observe son bras cassé. Soudain, une lumière recouvre le bras grâce à la commande du lézard. Alva se rend alors compte que la douleur a disparu et que le lézard a dû utiliser une sorte de magie de guérison. Il pense qu'il n'a jamais entendu parler d'un monstre qui s'attache suffisamment à un humain pour la soigner. Il a demandé au lézard dans sa main ce qu'elle est. Le lendemain, Alva est envoyé dans un donjon pour combattre un golem. Il est capable d'échapper au pouvoir destructeur de la réplique du coup de golem. Malgré le golem devant lui, tout ce à quoi Alva peut penser, c'est comment le lézard a guéri son bras. Malgré sa tête remplie de questions sur le lézard, pour rester concentré sur son adversaire, il est toujours capable de briser le corps du golem avec son épée. Les gardes entrent alors, frustrés d'avoir échoué à tuer Alva à nouveau. Un esclave s'approche d'Alva par derrière et il cache un poignard derrière lui. Il frappe Alva seulement pour que l'homme lui donne un coup de poing au visage avant qu'il ne puisse porter le coup mortel. Alva dit à l'esclave qu'il sait que le Seigneur a dû lui offrir la liberté en échange de sa mort, mais qu'il a subi tant de trahison qu'il n'a pas été surpris par lui. Alva accepte qu'il n'y ait personne autour de lui qui soit de son côté. Il se dit qu'il ne doit jamais demander de l'aide à personne ni leur faire confiance. Pendant ce temps, au manoir du Seigneur, un serviteur dit au Seigneur qu'Alva a survécu à leur dernier effort pour le tuer. Le Seigneur est frustré et exige qu'il trouve un moyen de le tuer rapidement. Plus tard dans la nuit, le lézard retourne dans la cellule d'Alva. L'homme continue de se demander pourquoi il a même sauvé la créature. Il se rend compte que c'est parce qu'elle n'est pas humaine et, par conséquent, ne le trahira pas. Il pense à la seule personne qu'il veut rencontrer, son père. Afin qu'il puisse lui demander pourquoi il a attaqué la ville et pourquoi il doit traverser tant de misère à cause de lui. Le lézard lui touche le bras et le guérit à nouveau avec de la magie. Il remercie le lézard et lui tapote la tête. Il se sent réconforté qu'il ne le trahira jamais. Il nomme la créature Kuo d'après le son qu'elle émet chaque fois qu'elle crie. Il partage le pain qu'il a reçu pour le partager avec son ami lézard. Le lézard fait des bruits pour indiquer qu'il est heureux, ce qui à son tour fait sourire Alva. Il trouve du réconfort à savoir qu'une fois ses batailles dans les donjons terminées, il passera le reste de ses jours avec Kuo. Avec le lézard autour de lui, il se sent à l'aise. Il dort avec le lézard à côté de lui. Il se demande si c'est le sentiment d'avoir un ami. Un jour, Alva reçoit la visite du Seigneur alors qu'il est sur le point d'entrer dans l'entrée du donjon. Le Seigneur dit à Alva qu'il lui a rendu visite avant qu'il n'entre parce qu'il est excité de le voir entrer dans les derniers instants de sa vie. Un mage utilise ensuite son bâton pour électrocuter Alva à travers le collier de l'esclave. Un garde lui perce ensuite la jambe, le blessant. Le Seigneur rit en voyant Alva souffrir de l'électricité et du poison de la lance. Le Seigneur chuchote à Alva avec mépris que c'est le jour où il va le tuer. Alva entre dans le donjon et est toujours capable de tuer des monstres malgré sa jambe blessée. Pendant ce temps, les gardes écoutent une boule de cristal, d'où une voix sort comme une radio pour dire aux habitants qu'ils pourront assister à la bataille du boss du donjon en direct. Ils assurent aux gens que le roi ogre et sa horde d'ogres suffiront à tuer Alva une fois pour toutes. Alors qu'Alva affronte le roi ogre, des gens de toute la ville l'insultent et espèrent sa mort. Le roi ogre commence à balancer sa massue, mais Alva la bloque avec son épée. Pendant qu'Alva repousse le roi ogre, deux ogres chargent sur lui. Il évite toutes leurs attaques puis les coupe en morceaux. Il se reconcentre ensuite sur la charge sur le roi ogre. Son collier le choque soudainement avec de l'électricité, ce qui donne au roi ogre l'occasion de l'attaquer. Pendant ce temps, d'autres ogres l'entourent. Il en abat beaucoup et bloque leurs attaques. Cependant, il continue d'être choqué par l'électricité dans son collier. Malgré cela, il est toujours assez fort pour désarmer un ogre et le tuer. Plus d'ogres l'entourent et puis il les abat. Alva est alors choqué de voir son ami lézard être retenu par un garde qui pointe un poignard sur lui. Le garde lève son poignard alors qu'il se prépare à tuer la créature. Alva oublie l'adversaire ogre devant lui et lance son épée sur le garde. Il est touché par la massue de l'ogre, mais il réussit également à laisser le lézard échapper à l'emprise du garde. La voix de la radio à boule de cristal commente à quel point il était inattendu pour Alva de jeter son épée pour un simple lézard. Alva peut sentir tous les dégâts sur son corps s'accumuler. Alors que d'autres ogres l'entourent, il accepte qu'il est sur le point de mourir. Alors que ses yeux se ferment, il est satisfait qu'au moins il ait survécu. Il entend soudain une voix lui demander si c'est vraiment ce qu'il veut. Il ouvre les yeux et voit que Q était au-dessus de sa poitrine. Le lézard regarde les ogres et les intimide de s'approcher d'Alva. Alva se demande si la voix lui demandant s'il veut vraiment mourir vient de Q. Il dit à Q qu'en tant qu'esclave, survivre maintenant n'a aucun intérêt puisqu'ils vont juste le tuer plus tard. Il admet qu'il a abandonné. Q lui dit qu'il abandonne la vie si facilement. Alva se sent insulté que le lézard pense qu'il abandonne la vie facilement et lui crie dessus qu'il n'a aucune idée de ce qu'il dit. Il continue de dire que les esclaves meurent quoi qu'il arrive, même quand il n'y a aucune raison du tout. Il se souvient de combien d'esclaves il a déjà vu mourir. Il dit qu'il n'y a rien qu'il puisse faire. Il mourra quoi qu'il arrive.
Il continue de penser à combien chaque personne qu'il connaît dans sa vie ne peut pas être digne de confiance, et combien il a été trahi tant de fois que tout le monde est son ennemi. Il pleure que personne ne se souciera quand il sera triste ou qu'il mourra. Q lui dit qu'elle se soucie et qu'elle est son allié et qu'elle sera toujours à ses côtés, peu importe s'il est seul ou s'il n'y a pas d'espoir. Elle demande qu'il lui fasse confiance. Elle lui demande quel est le souhait que son cœur désire. Alva pense à combien son souhait n'a pas d'importance puisqu'il n'a pas d'échappatoire et mourra de toute façon. Il se souvient quand il était encore enfant, seul et effrayé dans sa cellule, et souhaitant que quelqu'un l'écoute. Avec des larmes, Alva demande à Q de l'aider. Comme un enfant dans une position accroupie, il appelle à l'aide. Q le remercie pour sa réponse. Soudain, le lézard brille d'une lumière dorée. Un collier apparaît autour du cou d'Alva. Q lui dit que leur pacte vient d'être scellé. Le lézard se transforme en une femme humaine blonde avec des cornes sur la tête et des ailes de dragon sur le dos. Q dit à Alva qu'elle lui offre le chemin vers les cieux. Alva regarde la déesse d'une femme, incapable de croire qu'elle est Q. Q le laisse tendre la main et ils se connectent les mains. De leur lien, une explosion de lumière détruit le donjon et perce le ciel. Le collier d'esclave autour du cou d'Alva se brise en morceaux. Au-dessus de lui se trouve la vue du ciel nocturne rempli d'étoiles. Q lui dit qu'elle est un esprit et qu'il doit rassembler d'autres esprits pour devenir un grand utilisateur d'esprit. Elle promet de devenir son épée dans le corps et dans l'âme. Pour Alva, elle ressemble à la lumière vive de la lune. Q guérit les blessures d'Alva avec de la magie. Alva est toujours perdue et demande si la femme en face de lui est vraiment Q. Il demande aussi ce qu'est un esprit, comment un lézard comme elle peut se transformer en humain, et ce qu'elle veut dire quand elle dit qu'il va lui ouvrir les cieux. Elle répond qu'elle expliquera plus tard puisqu'ils doivent partir avant que les humains inconscients ne se réveillent. Q se transforme en un dragon doré géant et demande à Alva de monter sur elle. Alva est trop choquée de la voir se transformer en dragon pour écouter. Elle ne comprend pas pourquoi il est si choqué alors qu'il la connaissait comme un dragon depuis le début. Elle soulève l'homme avec sa bouche et le met sur son dos. Elle utilise ensuite ses ailes pour l'éviter et voler dans le ciel nocturne. Alva s'accroche tandis que le vent fort le traverse. Il est heureux d'apprendre que son collier d'esclave s'est cassé et que le ciel est si vaste. Le lendemain, Alva et Q se rendent dans une ville, à la guilde des aventuriers. Là, la réceptionniste lui apporte des papiers pour qu'il puisse s'inscrire en tant qu'aventurier enregistré. Il refuse car il n'a pas d'argent pour s'inscrire. La réceptionniste lui donne alors une requête de rang F pour collecter des herbes. Les spectateurs trouvent étrange qu'Alva ressemble à un esclave en fuite et soit avec une belle femme qui ressemble à une noble raffinée. Alva se méfie car un homme sort au moment où il les voit. Cet homme rapporte à son chef qu'il a trouvé une femme venue devenir une aventurière qui serait parfaite pour être vendue comme esclave. Le chef audacieux, grand et d'âge moyen sourit à l'idée de capturer Q. Il encourage son armée de bandits à la capturer. Plus tard, les bandits encerclent Q et Alva alors qu'ils sont dans la forêt. Q dit à Alva que ce sont des bandits et qu'ils peuvent leur faire autant de mal que possible parce que ce sont des criminels. Elle lui montre que le chef a des bagues avec d'énormes pierres précieuses sur les mains et un collier doré scintillant autour du cou. Son argent brille d'avidité à la perspective de lui voler. Le chef des bandits prépare son épée et ordonne à son armée de capturer la fille et de tuer l'esclave. Q se transforme en sa forme de dragon doré géant. La voir sous cette forme sème la peur chez les bandits. Le chef la reconnaît comme un esprit et en déduit donc qu'Alva est un utilisateur d'esprit. Q balance sa queue et envoie les bandits voler. Le chef se demande ce qu'un esprit et un utilisateur d'esprit font ici, à ramasser des herbes comme des débutants. Le chef exhorte ses hommes à se concentrer sur l'utilisateur d'esprit car il n'est qu'un humain qu'ils peuvent gérer. Alva donne des coups de pied, chargeant vers lui, les envoyant voler. Alva pense qu'ils essaient de voler ses herbes, alors il leur demande d'arrêter. Pendant ce temps, Q ouvre sa bouche alors qu'elle charge une attaque de souffle de lumière. Elle la libère, répandant la lumière avec une puissance destructrice impressionnante, qui transforme la forêt en un désert. Q est si heureuse après avoir ramassé tous les trésors des bandits. Elle demande aux bandits attachés où est leur cachette, afin qu'elle puisse prendre plus de leurs trésors. Elle demande à son maître, Alva, s'ils peuvent attaquer leur cachette. L'homme refuse car ses mains sont pleines d'herbe en ce moment, ce qui fait que Q, agacé, lui dit de simplement les jeter. Alva s'approche du chef et lui demande ce qu'est un utilisateur d'esprit. Les légendes disent que les esprits sont des incarnations de la nature, possédant une immense puissance. Beaucoup croient qu'ils sont à la fois la vie qui a créé le monde et la vie qui finira par le détruire. Le chef des bandits continue d'expliquer que le fait que les esprits aient des arts spirituels est ce qui en fait la forme de vie la plus forte que toute magie ordinaire puisse gérer. Il explique également que la formation d'un contrat avec l'un d'eux signifie que l'humain aura un collier comme celui qu'Alva a en ce moment. Le chef des bandits demande alors pourquoi un utilisateur d'esprit comme Alva lui pose des questions sur les esprits en premier lieu. Alva lui dit que son esprit, Q, esquive la question à chaque fois qu'il la pose. Il s'approche du visage du bandit, soupçonnant qu'il en sait beaucoup trop. Alva raconte que le bandit a déblatéré ses connaissances sur les esprits pendant la bataille. Il demande comment le bandit en sait autant, ce qui fait transpirer le bandit à grosses gouttes. Le bandit sourit et lui dit qu'il n'est pas obligé de répondre et qu'il regrettera de venir après eux. Plus tard dans la nuit, Alva et Q se dirigent vers une auberge. Là,
Alva est choquée de voir à quel point son repas est bon et a déjà mangé d'innombrables assiettes avec d'autres à venir. Les autres qui mangent des repas similaires à leur table ne comprennent pas pourquoi il est si excité pour un dîner ordinaire. Même le cuisinier pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Alva, et Ko doit lui expliquer que le gars a eu une éducation unique. Alva se fiche de ce que disent les autres et se concentre sur le bonheur total dans lequel il se trouve à cause de son repas. Alors qu'il continue de manger, il partage sa conviction que ce doit être le type de repas que mangent les nobles, même si Q n'arrête pas de lui dire qu'il n'y a rien de spécial. Kuo lui rappelle que c'est le pouvoir que l'argent est capable de lui donner. Alors qu'Alva continue de manger, il pleure et remercie l'argent pour la bénédiction. Le cuisinier agacé dit aux gars qu'ils n'ont plus de nourriture et lui demande de prendre un bain maintenant. La mention de prendre un bain choque Alva, car il croit que le mot n'apparaît que dans les légendes, tout comme les esprits, à cause de son éducation d'esclave. Il se dirige vers les bains publics, où il se trempe dans de l'eau chaude. La sensation est à la fois étrangère et bonne. Kuo s'approche de lui en portant seulement une serviette sur son corps et propose de lui laver le dos. Alva ne comprend pas pourquoi elle demande, mais lui permet de continuer. Q montre qu'elle a emprunté de la laine d'acier pour masser son corps, parfait pour son corps surhumainement dur. Le frotter sur tout son dos blesse Alva et le fait crier. Ils se rejoignent à la piscine chaude où ils se détendent. Q peut voir que parce que tant de saleté est sortie du gommage, Alva est maintenant d'une propreté étincelante. Il prend de l'eau pour la mettre dans sa paume, toujours incapable de croire qu'il se baigne. Il se demande s'il est réellement mort et s'il est au paradis. Il regarde son reflet dans l'eau et réfléchit profondément à la façon dont toute sa journée diffère de toutes les journées qu'il a vécues auparavant. Il partage qu'il ne pense pas pouvoir jamais revenir à son ancienne vie d'esclave, lui sourit et dit qu'il est normal de le penser parce qu'elle ne la laissera plus jamais retourner à cette vie. Elle attribue sa nouvelle vie au pouvoir du trésor et de l'argent. Alva approuve et convient que le trésor est incroyable. Q se rapproche d'Alva et lui demande s'il ressent quelque chose maintenant qu'une femme est à côté de lui. Il répond qu'il ne comprend pas la luxure, ce qui agace Q. Alva continue d'exclamer à quel point le fait de se sentir en sécurité pendant une journée est si rafraîchissant. Entendre cela venant de lui rend Q triste. Elle répond qu'il a raison. Plus tard, il se dirige vers leur chambre où Alva est excité de voir un lit pour la première fois. Il ne comprend pas pourquoi il doit s'allonger dessus alors qu'il peut s'allonger n'importe où et dormir quand même. Au moment où il s'allonge sur le lit, il a l'impression d'être sur un nuage et d'être enveloppé de douceur. Il est surpris quand Q se couche à côté de lui et utilise son bras comme oreiller. Il la regarde avec confusion, ce qui pousse la jeune fille à lui demander ce qui ne va pas. Il lui demande pourquoi elle ne se couche pas dans son lit à côté du sien. Elle dit qu'elle a l'habitude de dormir à côté de lui parce que c'était toujours comme ça quand elle était encore un lézard. Alva lui demande d'aller dans son lit parce qu'il est mal à l'aise de dormir si près des gens puisqu'il se méfie d'eux. Q se lève du lit en sentant une présence dangereuse à l'extérieur. Elle regarde par la fenêtre et voit 2 soldats qui semblent les chercher. Il voit que les soldats portent l'écusson du seigneur qui a réduit Alva en esclavage. Alva pense que ce doivent être des éclaireurs et qu'une armée l'attend au coin de la rue. Alva ne veut pas fuir et déclare qu'il veut régler les choses une fois pour toutes. Q dit qu'elle l'accompagnera. Elle demande si elle peut tout lui expliquer sur les esprits après qu'il ait réglé ses comptes avec son passé. Il promet de mettre fin à sa vie d'esclave et d'aller de l'avant. Q sourit, et cela lui donne envie de lui parler du pouvoir des esprits et de la façon d'utiliser les arts spirituels. Une armée de soldats marche dans un champ ouvert, brandissant le drapeau du seigneur qui traque Alva. Alva attend qu'ils approchent avec Q à ses côtés. Le seigneur hurle à l'armée de ne jamais laisser Alva s'échapper, déclarant que leur fierté est en jeu. Il les motive en criant qu'il s'agit d'une bataille de 2000 contre 1. Les soldats ont l'air confus en se regardant les uns les autres. Voyant Alva maintenant, le seigneur est confiant qu'il ne peut pas s'échapper. Il ordonne à ses forces de se préparer à charger, leur rappelant que l'ennemi est le fils d'un criminel qui a fui leur ville. Il déclare qu'ils doivent le poursuivre jusqu'au bout de la terre jusqu'à ce qu'il soit mort. Q plaisante en disant qu'Alva est très populaire. Elle est étonnée qu'il soit si désireux de le tuer alors qu'ils n'ont rien à y gagner. Alva réfléchit qu'ils auraient pu s'enfuir, mais qu'ils ont choisi de ne pas le faire parce qu'ils voulaient régler les choses une fois pour toutes. Il regarde le seigneur, voyant cela comme une opportunité de dire au revoir à sa vie passée. Q pense que l'armée ne peut pas lui faire face malgré leur nombre. Elle regrette de ne pas avoir fait une attaque plus tapa à accent grave l'œil plus tôt, ce qui aurait pu effrayer le seigneur et l'empêcher d'envoyer son armée. Elle conseille à son maître de reculer pendant qu'elle s'occupe de la menace. Alva regarde les 2000 hommes et dit qu'il n'a pas peur, mais qu'il est déçu que le seigneur n'en ait pas envoyé davantage. Sur l'ordre du seigneur, l'armée charge vers l'ancien esclave. Alva court également vers eux, sa main brillant de magie. Quelques jours plus tôt, Q avait commencé à expliquer le fonctionnement des arts spirituels. Elle a déclaré que les esprits sont les plus forts parce qu'ils manient les arts spirituels. Alva se souvient de la façon dont Q avait utilisé une lumière explosive et de sa puissance. Q a expliqué que les esprits utilisent un pouvoir spécial appelé énergie spirituelle pour effectuer les arts spirituels. Un utilisateur d'esprit humain peut également employer les arts spirituels au combat en recevant de l'énergie spirituelle de son esprit contracté. Alors qu'Alva recevait une lumière brillante de la main de Q, elle a expliqué les 3 rôles d'un utilisateur d'esprit au combat.
L'utilisateur donne du pouvoir à l'esprit avec du mana, l'utilisateur contrôle le mana et l'énergie spirituelle, et le supporter aide le combat avec les arts spirituels. Elle a expliqué que si les esprits génèrent de l'énergie spirituelle, les humains génèrent du mana. Elle lui a ensuite dit d'oublier les 2 premières règles et de se concentrer sur la 3e lorsqu'ils affronteront l'armée, car les arts spirituels suffiraient pour l'instant. Elle voulait qu'il utilise les arts spirituels pour écraser ses ennemis. Elle l'a informé qu'une seule explosion de lumière explosive pouvait anéantir 1 millier de soldats, et que la vitesse à laquelle elle pouvait créer une 2e explosion serait le facteur décisif de la bataille. Elle craignait que si son sort était retardé, l'armée n'encercle Alva. Elle lui a demandé de s'y préparer. Dans le présent, Alva et l'armée courent toujours l'un vers l'autre. Avec sa main brillante, Alva donne un coup de poing si puissant qu'il enveloppe toute l'armée dans une explosion de lumière. Q est choqué, mais Alva lui-même est encore plus stupéfait. Pendant ce temps, le seigneur est le plus choqué de tous, se mettant à transpirer froidement en voyant que ses 2000 hommes ont été anéantis. Q est sans voix. Elle voit maintenant qu'elle a sous-estimé son maître et que son mana dépasse de loin ses attentes. Alva tourne maintenant son attention vers le seigneur, qui est terrifié par le monstre qui approche et le supplie de rester à l'écart. Alva lui dit qu'il est déçu, disant que le seigneur aurait dû savoir de leur passé commun qu'il aurait fallu 5 fois plus d'hommes pour le tuer. Alva s'éloigne alors, laissant le seigneur frissonner sur le sol et lui dit que c'est la dernière fois qu'ils se verront. Soudain, Alva et Kuo entendent quelqu'un applaudir. Ils se retournent vers le seigneur et voient une femme vêtue de noir, utilisant un parapluie décoratif noir, qui les applaudit. Elle se présente comme Shera et dit qu'elle est une administratrice de l'ordre qui est venue emmener Alva pour être un utilisateur d'arts interdits. Q devient tendu à sa seule présence et commence à frissonner. Q sait que celle qui la traque est Shera de l'organisation du feu de joie. Shera sourit, ravie d'être reconnue. Alva est tendu mais frustré. Il ne comprend pas ce qui se passe ni le sens des mots qu'ils utilisent. Tout ce qu'il peut dire, c'est que Q a peur de Shera. Kuo demande pourquoi Shera vient la chercher maintenant, alors que la punition pour l'utilisation d'arts interdits devrait être dans plus d'1 mois. Shera explique que le calendrier de Q a été accéléré parce que son contrat avec l'homme a restauré son pouvoir. Alva ne comprend pas leur conversation, mais il déduit que la punition est liée à la façon dont Q est passé d'un lézard à un humain. Q supplie qu'on lui accorde 10 minutes pour expliquer la situation à son maître. Alva se souvient de sa promesse de tout lui expliquer sur les esprits. Shera déclare qu'elle ne peut pas accorder la requête d'un violeur et que Q doit être transporté immédiatement. Q proteste que c'est injuste, ce qui incite le centaure à côté de Shera à la frapper. Alva la rattrape alors qu'elle tombe. Le centaure réprimande Q, lui disant qu'elle n'a pas le droit de choisir son destin. Un Alva furieux s'avance devant Q pour la protéger. Il exige de savoir qui sont les intrus, partageant sa frustration de ne pas pouvoir suivre leur conversation mais jurant de ne pas leur pardonner d'avoir blessé Q. Il s'approche du centaure et le met au défi de commencer un combat. Le centaure avertit Alva de connaître sa place, menaçant de lui briser le cou à tout moment. Shera intervient, disant au centaure que c'est lui qui devrait connaître sa place. Avec un regard perçant, elle lui rappelle qu'elle ne lui a jamais donné la permission d'agir de son propre chef. Le centaure se retire immédiatement d'Alva et retourne aux côtés de Shera. Poliment, Shera donne un choix à Q. Venir avec eux seul ou laisser Alva venir. Q répond qu'elle ne peut pas entraîner son maître dans ses problèmes et doit y aller seule. Alors qu'elle s'éloigne, Alva lui attrape le bras. Q le regarde avec un sourire et le remercie pour leur bref moment ensemble. Shera claque des doigts, et elle, Q, et le centaure disparaissent, laissant Alva seule sur le terrain. Alva hurle vers le ciel, exigeant de savoir où est Q. Il passe toute la journée à chercher son esprit, demandant à toutes les personnes qu'il rencontre dans les montagnes et les villages s'ils savent quelque chose sur Q, les esprits ou l'organisation du feu de joie. Personne qui l'interroge n'a la moindre idée de ce dont il parle. Il marche dans les rues du village tard dans la nuit et se retrouve à l'auberge où Q et lui avaient séjourné auparavant. Il s'assoit à l'une des tables, désespérant de son manque de progrès et de sa totale confusion quant à ce qu'il faut faire ensuite. Une serveuse lui sert le même steak qu'il avait commandé auparavant. Il en prend une bouchée, mais cette fois il n'y trouve aucun plaisir et ne comprend pas pourquoi. Une femme à une table voisine lui demande ce qu'il recherche. Alva demande qui elle est. La femme lui dit qu'il est insolent pour quelqu'un d'aussi nouveau dans le métier d'utilisateur d'esprit et lui demande s'il veut sauver son esprit contracté. Intrigué, il demande ce qu'elle sait. La femme se révèle avoir des cornes sur la tête et elle se présente comme Juris, un esprit qui partage les mêmes objectifs que lui. Alva demande à Juris si elle voulait dire qu'elle aimerait aussi sauver Q. La femme grimace au nom de Q en lui disant qu'il est impoli de donner un nom à sa petite sœur sans sa permission. Alva est choquée et demande si elle est vraiment la sœur de Q. Soudain, Juris ne peut pas le regarder dans les yeux alors qu'elle prétend qu'elle est la grande sœur de Q malgré l'absence de lien de sang. Elle lui crie avec un visage rouge qu'elle est la figure de la grande sœur de Q parce qu'elle vient de la même ville qu'elle. Elle poursuit en disant qu'elle a tout de suite senti que sa sœur était en difficulté à cause de l'amour qu'elle lui porte. Alva ne dit rien, mais il trouve la fille bizarre. Juris se lève de sa chaise et lui dit que tout ce qui compte, c'est que leurs objectifs correspondent. Juris explique ensuite que Q doit faire face à une punition, ce qui signifie qu'elle est en danger. Elle explique que le labyrinthe spirituel,
la porte du vide, et le royaume où résident les esprits. C'est un donjon grouillant d'innombrables esprits les plus puissants du monde concentrés en un seul endroit. Elle lui dit que Q aurait été jeté là-bas. Il continue en disant que ceux qui ont pratiqué les arts interdits subissent le donjon le plus dur. Elle prévient que s'il veut sauver Cuve, il sera entraîné dans sa punition. Elle demande s'il est déterminé à la sauver. Juris voit ses mains trembler. Elle interprète cela comme s'il avait trop peur de répondre et lui fait signe au revoir. Alva le rappelle et lui dit qu'il n'a fait qu'une pause parce qu'il n'est pas habitué au luxe de se voir offrir un choix. Il répond qu'il sauvera Q. Il déclare que même si le chemin mène à l'enfer, il le suivra qu'en même temps que c'est l'enfer qu'il a choisi pour lui-même. Ses yeux déterminés donnent des frissons à Juris. Elle demande une fois de plus s'il va l'aider, et il dit qu'il le fera. Juris crie soudainement à Shira de sortir. Derrière eux apparaît Juris, buvant nonchalamment une tasse de thé et leur disant de ne pas crier. Juris insiste pour qu'il voie Q. Shira lui dit que puisqu'elle s'est associée à Alva, qui détient un contrat avec Q, les conditions pour voir Q ont été remplies. Elle continue en disant qu'avant qu'il ne puisse la voir, il y a encore une chose qu'il doit faire. Juris se demande ce qu'elle veut dire. Shira montre ensuite la nourriture et lui dit qu'il est impoli de partir sans la finir. Comme Juris lui dit, elle s'en fiche. Alva finit toute la nourriture sans hésitation. Au moment où Alva finit de manger, Chi claque des doigts. En un clin d'œil, tous les trois sont transportés dans une grotte remplie de cristaux colorés sur les murs. Shira souhaite la bienvenue aux deux dans le labyrinthe des esprits. Shira fait la promotion du labyrinthe spirituel comme l'endroit où les miracles, la richesse, le pouvoir et les grandes ambitions se réalisent. Elle montre à Alva et Juris le chemin vers le donjon spécial réservé uniquement aux transgresseurs appelé le chemin de l'expiation. L'impatiente Juris lui crie de couper les présentations et de les laisser avancer. Elle dit ensuite à Alva qu'elle expliquera le chemin au fur et à mesure de leur voyage. Avec un sourire, Shira leur demande de s'entendre et disparaît ensuite. Alva et Juru courent sur le chemin. Juru explique que leur objectif principal est de percer le 10e étage du labyrinthe pour rattraper Q. Elle lui demande ensuite de lui prendre la main. Alva ne sait pas pourquoi et demande si elle pense qu'il se perdrait, agaçant la fille. Il lui donne sa main, puis il brille en courant. Juris prononce un enchantement, ce qui fait briller le collier d'Alva. Il voit qu'il y a maintenant 2 pièces maîtresses en diamant sur son collier au lieu d'une, la nouvelle étant de couleur rouge. Juris lui dit que cela symbolise qu'il a subi un 2e contrat. Alva demande ce que signifient les pendentifs, choquant Juris, qui ne connaît rien à leur sujet. Alva regarde et voit qu'il rencontre 2 golems de cristal. Juris l'informe que grâce à leur contrat, il a gagné son pouvoir. Elle saute vers les monstres. Avec un enchantement, elle fait apparaître un gourdin en métal avec des pointes dans ses mains. Alors qu'elle descend de son seau, elle détruit les golems en morceaux avec son arme. Elle dit à Alva qu'il doit l'utiliser car c'est le devoir d'un utilisateur d'esprit. Il lui dit qu'il comprend maintenant. Plus tard, il se dirige vers le 2e étage où il rencontre le lion à l'âme. Alva voit que c'est son tour d'attaquer et charge la bête. Alors que le lion prépare son attaque, Juris attrape Alva par derrière et saute pour éviter la frappe de la bête. Elle dit à l'homme que les utilisateurs d'esprit doivent toujours rester à l'arrière. Juris charge le monstre et le bête d'un coup de gourdin alors qu'elle dit à son utilisateur d'esprit que c'est l'esprit qui fera toujours l'attaque. Elle s'approche d'Alva et le pointe du doigt tout en lui disant qu'il doit laisser un esprit le protéger pendant la bataille. Pourtant, Juris trouve étrange qu'Alva était déjà sur le point d'esquiver la lame du lion avant qu'elle ne l'atteigne. Alva demande à quoi servent les humains au combat. Il se souvient de ce que Q lui a dit sur le rôle de l'invocateur au combat. Juris lui rappelle que le plus important pour l'instant est qu'ils lui fournissent du mana. Elle précise que si les esprits peuvent générer de l'énergie spirituelle, les humains peuvent générer du mana. Et qu'une fois ces 2 énergies combinées, l'esprit deviendra plus puissant. Alva comprend maintenant pourquoi les esprits ont besoin de passer des contrats avec les humains. Juris explique qu'en raison de leur contrat, il existe un lien spirituel invisible entre eux. Elle l'encourage à ressentir la connexion, à la contrôler, puis à canaliser son mana en force qu'elle peut utiliser. Soudain, un golem de cristal métallique, plus grand que les golems de cristal précédents, apparaît, forçant Alva à prendre les bases rapidement. Juris se prépare à attaquer le monstre tout en disant à Alva qu'il doit suivre ses attaques. Alva tend la main pour envoyer du mana à Juris. Juris charge sur le golem. Elle le frappe, mais elle est surprise d'être repoussée parce que la peau du monstre est trop résistante. Elle voit qu'Alva a toujours les bras tendus en essayant de canaliser du mana en elle. Il se sent gêné de ne pas avoir pu lui envoyer de mana et a juste rassemblé du mana isolé dans ses mains. Juris frappe le golem encore et ne parvient qu'à l'ébrécher, ne faisant qu'un petit dégât à la fois. Après un long moment, elle a brisé le monstre en morceaux, mais il est toujours en colère contre Alva parce qu'il n'a été d'aucune aide. Alva et Juru combattent d'autres monstres, mais malgré leur victoire, l'esprit est frustré de ne pas être près de sa pleine puissance. Elle dit à Alva qu'elle, comme Q, est affaiblie par l'utilisation d'un art interdit. Elle explique que puisqu'elles ont toutes les 2 violé les règles en utilisant des arts interdits, elles subiront des punitions en plus de leur état affaibli. Cela signifie également que la difficulté des donjons est beaucoup plus élevée que la normale. Elle insiste auprès d'Alva que pour vaincre plus de monstres,
ils ont besoin de plus de puissance, et elle compte sur lui pour la rendre plus forte. Alva se demande s'il est capable, mais affirme qu'il comprend. Ils atteignent une zone au 5e étage, que Juris explique être une zone de sécurité sans ennemis où ils peuvent se reposer. Elle peut sentir que Q s'est reposé à cet endroit, ce qui lui fait croire qu'ils peuvent la rattraper s'ils se surpassent sans s'arrêter. Toutes les inquiétudes pour Juris, car elle est couverte de blessures et a l'air épuisée. Juris explique que parce que Q a utilisé un puissant art interdit, elle est à son plus faible maintenant, et cet acte était la raison pour laquelle elle était auparavant un lézard. Juris l'avertit alors que leur plus grand défi sera au 10e étage. Elle explique qu'un événement spécial appelé le rituel de purification y a lieu, où les pêcheurs s'affrontent en duel, organisé par l'organisation du feu de joie. Cela signifie qu'ils affronteront un autre invocateur d'esprit, déclarant qu'en tant que grande sœur de Q, elle doit l'atteindre et la protéger le plus rapidement possible. Alva s'inquiète que Juris ne surveille pas sa propre sécurité et que son corps cède bientôt. Il se sent coupable de ne pas pouvoir l'aider en lui donnant du mana. Plus tard, au 6e étage, il rencontre un ogre d'os mort-vivant. La créature tire un canon d'os sur eux, que Juris repousse comme si elle jouait au baseball. Pendant ce temps, Alva étend les bras, luttant pour rassembler du mana. Il regrette que malgré sa force surhumaine, il n'ait jamais eu la chance d'apprendre la magie. Alors que Juris se débat dans sa bataille, Alva est désolé de ne toujours pas savoir comment convertir son mana en un sort pour la renforcer. Il se dit qu'il doit trouver une solution. Il avertit Juris qu'un monstre taupe a creusé hors du mur derrière elle. La créature charge et Alva saute devant elle. Juris craint qu'il n'ait été blessé. Pendant ce temps, au 10e étage dans un colisée, Q se débat au milieu d'une bataille. Son ennemi est un invocateur d'esprit humain avec 4 pendentifs sur son collier, et à côté de lui se trouve le centaure qui était avec Shera auparavant. L'invocateur d'esprit commande un golem de cristal et un ogre à 3 yeux, qui sont à quelques centimètres de Q. Malgré qu'elle allait et soit couverte de blessures, les yeux de Q conservent toujours une détermination à continuer. L'invocateur d'esprit ordonne à son golem de cristal de frapper Q. Elle utilise une version compacte de sa lumière explosive pour bloquer l'épée du golem, et l'explosion qui en résulte immobilise le golem. Juste au moment où Q est sur le point de se reposer, son adversaire canalise plus de mana dans le golem, le rechargeant à pleine santé. Il attaque à nouveau, et Q contre avec une autre lumière laser dirigée vers l'épée. Cette fois, le golem renforcé surpasse sa lumière, et son attaque la repousse. Alors qu'elle se relève, Q perdait espoir de pouvoir gagner. Elle essaie de trouver un moyen de contrer le sort de renforcement de l'utilisateur de magie qui renforce ses monstres. Au 10e étage du labyrinthe des esprits se trouve l'épreuve finale qui se déroule dans un colisée. Les duels de purification contre les pêcheurs sont organisés par l'organisation, et les utilisateurs d'esprits sont forcés de se battre. Les esprits ne peuvent montrer leur véritable pouvoir qu'une fois contractés avec des humains. Avec 4 gemmes spirituelles autour de son cou, Ludo a rassemblé du mana dans sa paume et a renforcé son esprit de lézard. Il abat son marteau, et l'impact est assez fort pour briser le sol. Combattre sans un partenaire humain était complètement désespéré, mais c'était la situation dans laquelle Q se trouvait, et elle perdait évidemment comme prévu. Si elle ne fait rien contre l'amélioration de mana de l'ennemi, alors elle n'a aucune chance de gagner. Il y avait 4 esprits ennemis avec le centaure archer restant loin hors de sa portée. Ludo gardait silencieusement le compte, disant qu'il n'en restait qu'un. Elle est confuse et n'avait aucune idée de ce qu'il disait. Il a déjà vaincu et pris 9 vies en duel, et une de plus le libéra du labyrinthe. Après cela, son péché avec le gang de la cupidité colérique allait être absous. En entendant ce nom, Q se souvient de la bande de bandits qu'ils ont vaincus dans le monde humain. Cela dit, être simplement regroupé avec de telles ordures était suffisant pour offenser Ludo, qui est un aîné de leur groupe. Le gang opère à la fois dans les mondes humains et spirituels, ce qui explique également pourquoi ils en savaient tant à ce sujet. Puisqu'il a déjà gaspillé trop de mots, il était temps pour eux de disparaître. Il avance la main, et les monstres comprennent qu'ils sont censés charger et se battre. Pour empirer les choses, il améliore leur force avec du mana. Q n'a d'autre choix que de bloquer le coup d'esprit cyclope avec ses bras nus et il se brise presque avec un coup de la puissante attaque. Cependant, elle refuse de tomber si facilement et se déplace immédiatement pour contrer. La fille dragon recouvre ses membres d'énergie spirituelle et attaque un autre ennemi, le faisant tomber avec succès. Avec cela, elle confirme au moins que l'utilisateur d'esprit ne peut en améliorer que 2 à la fois. Si elle cible correctement ses attaques devraient passer. Le centaure a regardé alors qu'elle commençait à abattre les autres esprits un par un. Bien qu'elle soit contente d'elle-même, ce n'était qu'un effort inutile. C'était une bataille difficile d'affronter 4 ennemis à la fois, mais il était hors de question que Q accepte la défaite sans essayer jusqu'à son dernier souffle. Cela dit, elle n'avait aucune chance. Le lézard parvient à s'approcher pendant qu'elle est préoccupée. Alors elle croise les bras et déclenche une énorme explosion de lumière aveuglante. Pendant que l'ennemi est encore repoussé, elle reprend pied et se relance vers la cible. Avec sa prise au cou serré, l'esprit est fracassé contre le sol dur. Cependant, le centaure visait déjà une flèche droit sur elle. Le coup de foudre est lancé sur la cible et lui transperce le corps. Le coup la fait hurler,
agonisée par les millions de volts qui choquent chacun de ses nerfs. Finalement, elle tombe. Ludo dit à ses subalternes de l'achever pour de bon et d'en finir. Elle tremble encore, essayant de riposter alors que le cyclope lève sa massue pour la réduire en miettes. Juste à ce moment-là, une massue plus petite a arrêté son arme en plein élan. Juris est arrivé juste à temps pour sauver Q et a renvoyé le bras de l'énorme esprit en arrière. Les principaux ennemis sont surpris par cette apparition inattendue et l'esprit du dragon ne peut s'empêcher de partager les mêmes sentiments. Elle entend une voix familière lui dire qu'elle est bien amochée et se réjouir d'être arrivée à temps pour l'aider. Ses yeux et sa bouche s'ouvrent sous le choc, voyant deux amis aux cheveux roux se tenir entre elle et ses ennemis. Comme cela fait un jour qu'elle a disparu, ils lui demandent comment elle va avec des sourires sur leur visage. C'était une réalité difficile à croire, et elle a même dû la remettre en question au début. Son maître avait finalement été libéré de l'esclavage et venait de retrouver sa liberté après des années. Alors pourquoi prendrait-il un risque pareil? Levant les yeux, Alva partage que la nourriture était bonne. Son premier repas qu'il a partagé avec elle était inoubliable, et cette sensation lui manque. En tant que tel, il est venu inviter son ami à déjeuner à nouveau. C'est tout ce qu'il y a, et il pense que c'est plus qu'une raison suffisante. Comme une lumière brillant dans l'obscurité, ses mots et sa présence font briller ses yeux de larmes. Ludo n'avait pas le temps pour leur retrouvaille sentimentale et insensée et utilise l'amélioration du mana. En fin de compte, aucun humain n'aura jamais le pouvoir de tenir tête à un esprit. Inquiète, Q l'appelle et demande à son maître d'utiliser également l'amélioration du mana sur elle. Il s'excuse sans même se retourner et partage qu'il n'a jamais appris à utiliser cette technique. La confession la plonge dans l'incrédulité, mais Juris s'assure à la petite que tout ira bien. Tout ce qu'elle a à faire, c'est regarder attentivement. L'esprit de cristal a balancé et a envoyé une énorme explosion de mana vers l'avant. D'un autre côté, Alva a serré sa lame et a commencé à crier en libérant toute sa puissance dans son corps. D'un seul coup de l'arme de l'humain, le mana et le corps de l'esprit sont coupés en deux. Ludo et Q sont déconcertés et ne comprennent pas ce que leurs yeux voient. Avec le collier d'esclave disparu, les chaînes qui maudissaient Alva avaient également disparu. Il était affligé de fragilité, d'une force faible, d'une vitesse ralentie, d'une vision floue et d'une quantité incalculable d'autres affections. Avec tout ça disparu, il est le plus libre et le plus fort qu'il ait jamais été. Maintenant, il leur demande de lui redire que les humains n'ont aucune chance de vaincre les esprits. Après tout, c'est quelque chose qu'il aimerait tester par lui-même. À ce moment-là, Juris a vu quelque chose d'incroyable. Alva a crié dans la 6e couche, essayant de l'avertir qu'un ennemi attaquait par derrière. Il était trop tard et elle n'allait pas pouvoir réagir à temps, alors l'homme s'est déplacé rapidement et s'est mis entre eux. Elle a crié d'inquiétude, s'attendant à ce qu'il subisse une blessure mortelle. Du liquide rouge a giclé, mais il ne venait pas de l'humain. L'esprit de la taupe avait été coupé en deux, divisé en deux morceaux par la lame de l'ancien esclave. C'est une loi naturelle que les esprits soient la race la plus forte du monde, ce qui signifie que les humains ne peuvent jamais les vaincre. Mais Alva se tenait là, brisant cette loi avec sa puissance brute. Maintenant, le cyclope rugit en voyant son allié vaincu. Pendant ce temps, Q et Juris regardaient un humain sauter pour renverser leur croyance à lui seul. Ses yeux étaient froidement glaciaux alors qu'il serrait son arme. C'était impossible, et Luda ne pouvait pas comprendre comment il pouvait se tenir tête à tête contre l'esprit. Mais ce n'est pas parce que c'était impossible que ça veut dire qu'ils peuvent ignorer la situation. En tant que tel, il ordonne au centaure, qui était également stupéfait, d'utiliser sa baliste de tonnerre chargée. L'esprit serre les dents, se demandant pourquoi il utiliserait son attaque la plus puissante sur un simple humain. S'ils vont abattre l'ennemi, ils le feront sans aucune pitié. Alva risque une intervention indésirable et leur offre un conseil. Le cyclope a de bons yeux et peut bien détecter ses mouvements, ça doit donc être sa technique principale. Cependant, la grosse massue est d'où vient tout son pouvoir destructeur, mais ça rend ses attaques grossières et lentes. Tenant une lame, il déchaîne une rafale de coups qui coupe proprement l'ennemi en énormes morceaux en un instant. En fin de compte, le meilleur choix d'arme est quelque chose qui peut facilement être manœuvré. Un cri puissant a résonné dans tout le Colisée alors que le centaure rassemblait son énergie dans son arc. L'énergie s'est solidifiée et s'est matérialisée en un énorme missile balistique et est dirigée directement sur l'homme. Voyant la puissance concentrée, les sœurs ont halté d'inquiétude pour leur ami. Cependant, le centaure ne visait pas seulement l'humain, mais avait l'intention de les tuer tous. Alva était complètement calme, répétant que les grandes tailles ne sont pas toujours synonymes de force. Lassé de son arrogance, l'ennemi a tiré le missile sur lui. Sans avoir besoin qu'on leur dise, Q et Juris envoient toutes les deux leur énergie vers leur ami et enveloppent son épée d'énergie spirituelle jaune et rouge. Ça aide pas mal et le revêtement permet à la lame d'Alva de parer l'attaque la plus puissante de l'ennemi. Une énorme explosion vient de l'impact. Malgré cela, même Ludo ne sait pas s'ils l'ont abattu. La réponse arrive rapidement quand il voit le dieu de la peste foncer vers eux. Pas encore fini, mais visiblement tendu, le centaure enchaîne avec ses flèches de foudre. Cependant, il voit Q s'approcher soudainement par le côté, prête à frapper. Elle était évidemment encore affaiblie, mais il était tellement concentré sur l'humain qu'il n'a pas remarqué qu'elle bougeait à nouveau. L'esprit du dragon a déjà vu sa technique de tir à l'arc, et ce qui la rend terrifiante,
c'est la vitesse de déplacement de la flèche. C'est aussi son défaut puisqu'elle n'a qu'à regarder les mains de l'ennemi et chronométrer son esquive juste au moment où il lâche le tir. Elle le fait avec succès et sourit. Pendant ce temps, Jira met un coup de genou au centaure directement dans sa mâchoire, un rappel douloureux qu'il ne devrait pas oublier qu'elle est là aussi. Il est étourdi par l'attaque, ne s'attendant pas à ce qu'un autre esprit attaque de l'autre côté. Malheureusement, il y avait encore son ennemi le plus dangereux, Alva, qui était enfin en position de frapper. L'esprit a crié impuissant alors que Q et son maître déchaînaient leur assaut sur lui. Avec ça, on s'occupe de tous les esprits après un moment. Mais qu'allait-il faire de l'utilisateur d'esprit qu'ils avaient ligoté? Haletante d'épuisement, la dragonne lui demande de briser le pendentif sur sa poitrine. C'est la gemme du contrat, qui rompt le lien entre l'esprit et le maître une fois brisé. C'est similaire à celui qui est apparu sur la poitrine d'Alva quand Q est devenue humaine. Les pendentifs de Ludo étaient déjà endommagés, et il ne restait plus qu'à les détruire complètement. Suivant ses instructions, le dieu de la peste lève sa lame et détruit les gemmes, faisant hurler l'utilisateur d'esprit de défaite. Pendant ce temps, Nawa cria à Shera, s'excusant de ne pas avoir créé un labyrinthe qui ait achevé les transgresseurs. L'administratrice dit que leur rôle est de créer un lieu de pénitence et non de vaincre les transgresseurs. En fait, le plus gros problème est qu'elle ne comprend pas cela. Surtout, la patronne glaciale dit qu'il y a quelque chose d'important qu'elle ne fait pas. La réprimande fait pâlir la jeune fille d'inquiétude, et elle demande de quoi il s'agit exactement. Heureusement, Shira parlait juste de sa cravate de travers, qu'elle arrange elle-même. Passons à autre chose, il parle de l'humain qui battait les esprits et de pieds jamais vus auparavant. Au lieu de dépasser les attentes, on peut même qualifier cela de situation anormale. Pour une raison quelconque, l'administratrice semble s'en réjouir malgré son travail. Elle glousse d'amusement en sentant le sens commun se fissurer. Ils ont attendu des centaines d'années, à tel point qu'ils en sont devenus étourdis. Avec l'apparition du petit trio, peut-être y a-t-il enfin une chance de tuer l'opposition. Avec ça, Shura invite Nawa à la rejoindre et à se réjouir du son d'une air qui commence à bouger. Alors que l'épreuve finale dans le Colisée se terminait, une voix félicite le groupe pour avoir fait un excellent travail. Shera était apparue, les trouvant magnifiques pour avoir conquis le chemin de la pénitence. Son but n'était pas de dire quelque chose de sarcastique, mais de leur présenter sa subordonnée. Nao les salue, toujours timide et mal à l'aise car ils ont battu le donjon qu'elle a conçu. Il semble qu'ils auront une longue relation l'un avec l'autre, il vaut donc mieux s'entendre. Alva ne veut pas d'une telle connexion, mais Shera essaie de les convaincre avec des cadeaux. Avec un claquement de doigts de l'administratrice, des lumières dorées ont entouré les deux sœurs, et elles sentent une énergie renouvelée se répandre dans leur corps. Essayant des choses, Q utilise une technique de dragon qui recouvre son corps d'écailles dures. Les compétences spirituelles qu'elles ont perdues après avoir utilisé des techniques interdites sont partiellement revenues. Comme un tel pouvoir est synonyme d'esprit, cela augmentera considérablement leur capacité de combat. Si elle avait eu les écailles de dragon sur ses bras plus tôt, la bataille aurait pu se terminer avec juste des égratignures. Réunissant les pièces, Alva demande si cela signifie que Shera détient le pouvoir que les deux ont perdu. Elle réfute cela et explique qu'elles les ont perdus après avoir été affaiblies par l'utilisation de l'interdit. Nawa crie une offense car il insinue grossièrement que son patron a volé leur technique. La calmant et passant à autre chose, Shira les félicite à nouveau, mais dit que ce n'est que la première étape de leur voyage. Les profondeurs du labyrinthe sont encore loin, et ils s'attendent à ce que les trois aient suffisamment de détermination pour tracer un chemin. Le vrai commencement commence là, alors il leur souhaite bonne chance et un bon voyage. Les deux groupes, partis, et les challengers franchissent la porte de la continuation de leur aventure. À leur grande surprise, ils entrent dans les rues de la ville calme et magnifique. C'est ce qui devrait naturellement arriver, mais Alva soutient qu'après avoir vaincu un boss de donjon, on devrait normalement revenir à l'entrée. Qui explique qu'ils sont toujours à l'intérieur du labyrinthe, mais qu'ils sont juste dans une de ces zones de sécurité. C'est la couche 0, la cité des esprits. Pour l'instant, Juris veut aller quelque part où ils peuvent s'asseoir et parler sans problème. Ils aperçoivent un immense bâtiment à proximité et décident d'y entrer pour l'instant. Alva a crié de surprise en entrant dans la bibliothèque et n'arrivait pas à croire la quantité infinie de littérature coûteuse à l'intérieur. Juste à ce moment-là, un livre avec des lèvres leur a demandé comment elle pouvait aider. C'est un esprit de livre, et Juris a demandé à emprunter une cabine privée pour la discussion. Derrière des murs de verre, l'ancien esclave avoue qu'il ne comprend pas du tout ces choses. Selon son bon sens, les livres devraient être rares et ne devraient pas pouvoir parler. Ce serait normalement vrai dans le monde humain, mais dans le royaume des esprits, les villes se développent grâce à l'utilisation du pouvoir spirituel. Le papier peut être cultivé si des esprits de plantes sont présents, et les manuscrits peuvent également être copiés avec des esprits. C'est aussi la raison pour laquelle la culture se développe plus rapidement dans ce monde. Ils demandent ensuite comment ils se trouvent dans la couche 0 alors qu'ils ont déjà conquis la 10e couche. Cela dit, c'est là que les gens commencent normalement, et Q aimerait se battre ensemble depuis le début. La flattant, il se présente à nouveau en plaisantant, mais cela lui vaut la colère de Juras. Elle se demande à quel point il est impoli qu'il continue de l'appeler avec un nom bizarre qu'il a inventé.
Il envisage d'utiliser son vrai nom car il a inventé son nom actuel alors qu'elle était un lézard. Cependant, Q dit qu'elle est attachée aux deux, mais s'est donné son nom d'origine. Maintenant, elle veut chérir le nom qui lui a été donné par son maître et ne veut pas revenir en arrière. Les deux échangent des sourires brillants et agréables alors qu'ils se mettent d'accord sur la façon de l'appeler. Pendant ce temps, Juris a regardé l'identité de sa précieuse petite sœur se faire changer. Elle serra les dents et le maudit en silence. Il était temps que le soleil se couche, alors qu'O dit que c'était le moment idéal. Alva était à nouveau confus quant à ce dont ils parlaient tous, et il a rapidement regardé avec émerveillement et stupéfaction alors que des lumières nocturnes et d'innombrables étoiles brillantes illuminaient la ville. C'était fascinant et bien mieux que le monde humain. Malgré cela, Juris s'est concentré sur le fait de se rendre à l'auberge et d'isoler l'homme qui séduit sa sœur, qui se porte volontaire pour prendre en charge les dépenses, ayant encore de l'argent grâce à la défaite des bandits. Avec le pouvoir du trésor, il se dirige vers un hébergement agréable pour la nuit. Assez tôt, Alva prenait une douche chaude, ne sachant même pas comment fonctionnait la salle de bain privée. Il se noyait dans le pouvoir de l'argent, ce qu'il n'avait jamais connu auparavant. Une vue déroutante l'accueille quand il sort, car il voit les deux filles dans sa chambre malgré la réservation d'une autre. Q ne le lui a pas encore dit, mais il y a quelque chose d'important dont ils doivent parler. Il y a un détail fondamental sur leur rencontre qu'il doit connaître. Pourquoi ont-ils fini par utiliser des techniques interdites? Qu'ont-ils fait? Et dans quelle situation étaient-ils poussés? Enfin, elle veut qu'ils connaissent l'ennemi qu'ils finiront par affronter avant qu'ils ne prennent une décision. Le plus grand ennemi du monde des esprits est un grand monstre appelé l'opposition. Il y a plusieurs mois, un certain village caché a été détruit par des attaques continues. Des orbes d'énergie noire ont attaqué les maisons, les faisant exploser, ainsi que leurs propriétaires. Certains se sont empressés de soigner les blessés et de sauver ceux qui étaient pris au piège dans les bâtiments effondrés. D'un autre côté, Halo était aussi terrifié, tremblant et ne sachant pas du tout ce qui se passait. Un ancien leva les yeux, disant que tout le monde connaît la vérité, mais leur esprit refuse de comprendre la réalité. En termes simples, l'esprit maléfique légendaire, l'opposition, s'est réveillé pour faire des ravages. Accumulant de l'énergie spirituelle dans ses mâchoires, la créature ressemblant à une baleine a tiré et vaporisé des parties de la ville. Les civils ont regardé avec horreur, réalisant qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Le village était anéanti, et une tentative désespérée de fuite était tout ce qui restait. Cependant, une personne n'a pas perdu espoir. Q se tenait entre eux et l'opposition. Juris, également blessé, a essayé de l'arrêter, mais il était trop tard car l'ennemi avait déjà tiré un autre rayon sur elle. Libérant tout son pouvoir, elle utilisa la technique interdite. L'explication se termine et la pièce est silencieuse tandis qu'Alva assimile l'histoire qu'il vient d'entendre. Q réorganise l'histoire depuis le début. L'opposition a répandu la destruction dans le monde spirituel pendant des siècles et est appelé un dieu destiné à détruire les esprits et l'humanité. Il vient de se réveiller de son long saut et même des dizaines de milliers d'esprits ordinaires n'auraient aucune chance contre lui. Être attaqué par un tel monstre est vraiment le pire. Ils avaient des contre-mesures, que ce soit par chance ou par malchance. Si la catastrophe devait arriver, le village caché d'Ilra était chargé de sceller à nouveau l'opposition. Alva demande si c'est la technique interdite qui a été utilisée. C'est un peu différent car le sceller toute seule serait une trop grande prouesse. Les esprits avec des qualités spéciales emprisonnent le dieu maléfique, et ils sont appelés prêtresses de sanctuaire de scellement. Le village a rassemblé ceux qui avaient du talent pour cela et a nourri leur pouvoir pour l'avenir. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Juris est en fait une candidate pour être une prêtresse de sanctuaire. Elle l'attrape par le col, insultée par le scepticisme et le doute dans sa réaction. Cela dit, pourquoi le village le plus préparé à vaincre le monstre a-t-il quand même fini par perdre? C'est un point sensible, mais en termes simples, toutes ces préparations étaient inadéquates. Inversement, l'opposition était plus forte que prévu car personne en vie ne connaissait son véritable pouvoir. C'était dans une dimension différente de la force de toutes les prêtresses de sanctuaire combinées. Alors que le saccage unilatéral se poursuivait, ce qui a sauvé le village de la crise, c'est la technique interdite de Q. L'atmosphère est à nouveau froide et rigide. Pour être précis, elle a téléporté l'opposition dans les profondeurs du labyrinthe spirituel. Ce n'était qu'une mesure provisoire. Mais Jira est toujours aussi fière d'elle d'avoir réussi cet exploit. De même, Alva réalise enfin à quel point elle est vraiment incroyable d'avoir fait quelque chose que des dizaines de milliers ne peuvent pas faire. La jeune fille rougit, embarrassée par tous ces éloges. L'esprit plus âgé se rend compte qu'elle l'a aussi trop complimenté. Exercer un pouvoir au-delà de ses moyens lui a valu d'être puni pour avoir utilisé des techniques interdites. L'humain se demande quelles sont les punitions, se souvenant que le donjon en est un exemple. Il y a 3 choses principales à retenir à ce sujet. Premièrement, elle a progressivement perdu de la puissance et s'est affaiblie au point de se transformer en lézard. Deuxièmement, elle a été envoyée au hasard dans le monde humain pour souffrir. Enfin, après avoir été censée être exécutée par l'organisation, pendant le chemin d'expiation d'aujourd'hui, elle n'a survécu aussi longtemps que parce qu'elle a retrouvé une certaine puissance après avoir conclu un pacte avec lui. De plus, la technique interdite de Jira consistait à se téléporter et à suivre un indice vers le monde humain.
Comme son péché était un peu plus léger, sa perte de puissance était proportionnellement moindre. Aucune d'elles n'a complètement retrouvé son pouvoir spirituel. Mais avec ça, la purification est complète. Maintenant, ils doivent passer au prochain objectif, qui est d'atteindre la 18e couche du labyrinthe spirituel. Ils retourneront aux ruines du village caché d'Ilra. Tout d'abord, il est nécessaire de confirmer l'état du village et la sécurité de chacun. Après cela, il y a la libération du pouvoir de la prêtresse de sanctuaire de scellement. C'est la première fois qu'Alva entend parler de la libération du pouvoir. Les jeunes candidates prêtresses de sanctuaire sont encore en formation, et retourner au village peut compléter cela. Q joint ses mains et demande à son maître de les emmener tous les deux au village caché dans la 18e couche. La tâche intimidante le fait déglutir difficilement, mais il comprend et accepte la demande de les emmener dans leur pays d'origine. L'esprit dragon célèbre et le remercie, mais Juris intervient, disant qu'il ne devrait pas se précipiter si facilement vers des conclusions. Elle est reconnaissante pour sa réponse et son aide plus tôt, mais il devrait y réfléchir un peu plus. Alva se demande pourquoi elle est si prudente à ce sujet. S'il s'implique avec eux et l'opposition, sa vie sera déformée et il suivra un chemin douloureux. Les implications touchent également Q et Juris confirme si c'est vraiment normal de se faire entraîner si facilement dans une telle situation. Le silence s'empare de tout le monde, mais l'esprit dragon brise la tension en suggérant qu'ils obtiennent d'abord le trésor qu'ils souhaitent. Comme Shera l'a dit, le labyrinthe est l'endroit où tous les vœux peuvent se réaliser. Les artefacts spirituels peuvent provoquer divers miracles et sont le but de la plupart des explorateurs du labyrinthe spirituel. Cela étant dit, il demande quel est son désir et son souhait du labyrinthe. Il est surpris par la question inattendue et prend un certain temps avant de répondre. Le lendemain, il était assis seul sur un banc dans la ville, pensant toujours à un vœu qu'il avait soudainement besoin d'avoir. Ayant passé la majeure partie de sa vie comme esclave, il n'avait ni liberté ni droit en tant qu'humain. Un jour, Q l'a sauvé et l'a libéré de vivre ainsi. Maintenant, il soupire de contentement. Il n'y a rien qu'il désire au-delà de la liberté, et les souhaits le dépassent de loin. La nuit dernière, on lui a offert des richesses qu'un humain ordinaire ne toucherait jamais, mais il n'était pas intéressé. Se promenant dans la ville, il monte un escalier et atteint le sommet où il voit une vue magnifique de toute la zone. Il n'a jamais vu un paysage aussi magnifique. Le souhait de voyager apparaît, mais il se mentirait à lui-même s'il disait ça. Il n'a aucun lien avec l'opposition et ne peut pas simplement continuer à suivre Q et les autres. Il n'avait rien et même un rêve était introuvable. Ce moment était son apogée. À ce moment-là, une voix forte a crié que quelqu'un était un traînard. Il se retourne, confus, et entend quelqu'un demander si le restaurant le méprise. Les autres clients étaient visiblement dérangés alors qu'il se plaignait d'avoir été fait attendre pendant 2 minutes. Un homme pompeux nommé Belfort a crié sur la serveuse, allant même jusqu'à poser ses pieds sur la table. Elle s'excuse et demande plus de temps pour cuisiner, mais est réprimandée pour sa lenteur. Le groupe auquel il appartient est plein de mauvaises rumeurs, mais aussi tristement célèbre pour être fort et maléfique. Les autres refusent de s'impliquer et plaignent simplement la pauvre fille qui a été forcée de se prosterner. Sentant leur regard, Belfort hurle aux autres, défiant quiconque de se plaindre. Il prend ensuite leur nourriture et la jette, disant qu'il est effronté de manger avant lui. La fille courageuse et folle essaie de l'arrêter, disant qu'il ne peut pas déranger les autres clients. Argumentant que c'est de sa faute s'il la fait attendre, il lève le poing pour la frapper, mais elle reste sur ses positions malgré le fait qu'elle ferme un œil par peur. Juste à ce moment-là, il s'arrête en voyant Alva ramasser la nourriture sur le sol, se demandant pourquoi il gaspille. C'était incroyable pour lui, mais Belfort était juste incrédule que quiconque ose le défier. Prétendant avoir conquis 30 étages du labyrinthe, il s'estime différent des gens ordinaires. Cependant, un utilisateur d'esprit sans aucun esprit autour de lui n'était rien de plus qu'un humain normal. Cela pousse la patience de l'homme à ses limites. Enragé, il dégaine son épée. La serveuse leur dit de faire attention. Belfort se balance, disant que l'écart entre le nombre de batailles qu'ils ont menées est énorme. Avec seulement 2 doigts, Alva dévie la lame, et l'homme se retrouve à manquer complètement la cible. N'ayant aucune idée de ce qui s'est passé, il est laissé dans un désarroi absolu. L'ancien esclave est d'accord sur l'écart entre les batailles qu'ils ont menées et force sa bouche à s'ouvrir. Pour lui donner une leçon sur le gaspillage de nourriture, il prend le sandwich sur lequel on a marché et le fourre dans la bouche de Belfort. La force le jette à travers la pièce et il est envoyé s'écraser sur les tables. D'autres clients ont regardé avec inquiétude alors que le chef de partie du gang était embarrassé et assommé. Pendant ce temps, la serveuse le remercie de son aide, incapable de cacher son étonnement face à ce qu'il a fait. Il y a des gens qui dévient les épées avec des épées, mais il l'a fait avec seulement quelques doigts. Demandant s'il est un aventurier, elle partage qu'elle va entrer dans le labyrinthe pour la première fois. Il est pris au dépourvu par sa proximité soudaine, alors elle se présente enfin comme Tini et lui souhaite la bienvenue au Bon Café. Elle promet de lui offrir une tasse de café s'il lui raconte ses aventures. À l'extérieur du café, Tini est choquée de constater qu'elle et Alva ont tous les deux 15 ans. Alva reconnaît qu'il a l'air vieux pour son âge. Tini n'arrive pas à croire que c'est la première fois qu'il défie le labyrinthe des esprits, mais il a bougé comme un vétéran. Elle doute également qu'il soit humain,
car aucun humain n'a jamais rendu un tel exploit possible. Pendant ce temps, Alva est occupée à regarder le menu, mais comme il ne sait pas lire, elle lui recommande de commander un grand café au lait mocha noir foncé. Après avoir commandé pour lui, elle revient aux affaires et suggère qu'il fasse équipe puisqu'ils sont tous les deux des utilisateurs d'esprit débutants. Cependant, il rejette sa proposition, lui disant qu'il doit faire quelque chose d'abord avant de retourner au labyrinthe des esprits. Dans un flashback, Q demande à Alva quels sont ses désirs du labyrinthe des esprits. Dans le présent, il dit à Tini qu'il n'a aucun souhait ou désir. Tini comprend que tous les challengers n'ont pas de désir, mais avoir de la motivation est très important lorsqu'on défie le labyrinthe. Y entrer, c'est la mort elle-même, car les esprits sont des super-existences avec une forte intention de tuer qui peut consumer une personne. Cette intention maléfique peut être un poison mortel pour les petites existences telles que les humains. Si le cœur de quelqu'un est infecté, il ne peut pas avancer, et seule la mort attend ceux qui sont trop faibles pour survivre. C'est pourquoi il est important d'avoir des désirs et des convictions pour entrer dans le labyrinthe. Ceux-ci aideront à continuer et à se battre jusqu'à la fin. Tini admet timidement qu'elle vient d'entendre cela de la part des autres, mais Alva reconnaît que cela l'a aidé à comprendre ce que signifie défier le labyrinthe. Juste à ce moment-là, sa boisson mocha noire arrive, et Alva semble étonnée par la boisson mystérieuse devant lui. Il lève ensuite les yeux vers le serveur du café et est choqué de voir un esprit en uniforme de femme de chambre. Il demande ensuite s'il est un homme dépravé légendaire. L'esprit ne semble pas déconcerté par sa déclaration et s'incline même pour lui souhaiter la bienvenue dans leur café. Tini le corrige, disant qu'il trouble leur invité. Le serveur s'excuse ensuite et se présente comme Turtle, l'esprit contractuel de Tini. Il dit directement à Alva qu'il l'a entendu s'inquiéter de son désir pour le labyrinthe des esprits. Puisqu'il a envie de s'immiscer dans les affaires des aventuriers débutants, il essaie de donner des conseils à Alva, qui essaie de l'éviter puisque c'est sa première fois à défier le labyrinthe également. Mais incapable de résister, Alva demande quels sont ses désirs, devinant qu'il veut perfectionner son travestissement. Turtle rit et répond qu'il veut être un héros qui aide les faibles. Il se souvient que lorsqu'il était petit, les livres d'images de héros l'ont conduit à son plus grand rêve. Voulant devenir un héros, il a fabriqué ses propres costumes, et finalement, le cosplay est devenu son passe-temps. Il veut plonger dans le labyrinthe des esprits, devenir plus fort comme le héros du livre d'images et accomplir sa propre justice. Alva est stupéfait de voir la conviction de l'esprit. Même s'il a l'air peu sérieux dans son costume, il a des désirs et des aspirations appropriées en défiant le labyrinthe, et Alva pense que l'esprit est plus admirable que lui. Turtle lui dit que les convictions ne sont pas quelque chose que l'on peut facilement avoir. Alva expire de frustration et partage qu'il a été récemment libéré de l'esclavage et qu'il pense à aider son esprit contractuel, Q, pour l'avoir libéré. Il se rend compte qu'il est vide à l'intérieur et qu'il n'a aucun désir ni conviction. Peu importe la liberté dont il dispose, il est probablement toujours un esclave par nature, c'est pourquoi il n'a aucun désir en lui. La révélation choque les deux et les fait se taire pendant un moment. Turtle lui dit alors qu'il croit qu'Alva n'a probablement pas encore réalisé son désir, mais vouloir aider son esprit peut être considéré comme son propre désir. Alva refuse de l'admettre, mais Tini souligne qu'il a certainement sa propre volonté et sa capacité de choisir, comme il a choisi de l'aider plus tôt au café. De cette façon, il n'est plus un esclave mais une personne normale avec sa propre volonté et ses propres convictions. Alva est surpris de réaliser cela car il n'a jamais rien choisi auparavant. Son esprit vagabonde aussi lorsqu'il dit à Juris que où que leur chemin les mène, il est heureux car maintenant il peut choisir sa propre santé personnelle. Juste à ce moment-là, Q et Juris apparaissent après l'avoir cherché pendant si longtemps, ayant détecté des fluctuations magiques dans la ville. Turtle intervient et salue les deux esprits. Plus tard, Tini mentionne comment Alva l'a sauvé d'un client gênant. Et en signe de gratitude, elle les laisse commander tout ce qu'ils veulent. Juris commande immédiatement un gâteau au chocolat tandis que Q étant un dragon, commande de la viande avec des os. Cependant, Tini lui dit que le café n'a pas ce genre de nourriture, alors elle recommande un sandwich au poulet à la place. Après avoir commandé de la nourriture, Juris et Co se présentent correctement. Tini leur dit alors que son esprit contractuel s'appelle Turtle. Les deux filles ne comprennent pas pourquoi l'esprit porte une tenue de femme de chambre, et Tini explique que l'homme a un hobby de cosplay et s'y adonne tout en travaillant au café. Pendant que les filles sont occupées à parler, Alva est plongée dans ses pensées et se rend compte qu'il a maintenant des amis, qu'il a découvert ce que signifie la connexion et qu'il a trouvé un endroit auquel il appartient. Il a choisi d'être avec ces personnes et fera tout pour protéger les personnes qu'il chérit. Q remarque qu'il s'est tué et demande ce qui ne va pas. Alva la regarde avec sa nouvelle prise de conscience et reconnaît silencieusement que sa raison de se battre est de la protéger elle et les personnes qui sont importantes pour lui. Tini demande à nouveau si elle et Alva peuvent conquérir le labyrinthe des esprits ensemble. Juras est d'accord, mais laisse la décision finale à Alva. Tini hésite un peu car Alva est toujours à la recherche de ses propres objectifs. Mais à leur surprise, l'homme accepte de défier le labyrinthe, disant qu'il a maintenant trouvé une raison de se battre. Ce n'est peut-être pas grandiose, mais il comprend maintenant ce que ça fait d'avoir quelque chose qui vous pousse à continuer. Le trio est choqué par sa soudaine conviction, mais Q lui sourit, soutenant son maître. Quelques jours plus tard,
le groupe arrive enfin à l'entrée du labyrinthe des esprits. Alva est stupéfait de voir à quel point le bâtiment est bizarre et peut déjà sentir la pression rien qu'en le regardant. Tiny leur dit que la tour du labyrinthe des esprits est le symbole de la fierté de la cité des esprits. En regardant Turtle, Alva remarque qu'il ne porte pas sa tenue de bonne habituelle. L'esprit reconnaît qu'il ne devrait pas apporter ses hobbies dans le labyrinthe et qu'il doit se battre avec sa propre force. Sur ce, le groupe entre dans le labyrinthe des esprits et enregistre son équipe à la guilde d'aventure du labyrinthe des esprits. Une fois inscrits, il leur demande d'utiliser la chambre de téléportation pour atteindre l'entrée du labyrinthe. Alva est émerveillé quand il voit la chambre de téléportation. Tiny lui dit que s'il se tient sur la plateforme, il sera transporté dans le labyrinthe des esprits. Cela lui rappelle comment Shura a utilisé la même méthode la première fois qu'il est entré dans un donjon. Cependant, celui-ci semble plus solennel et dégage une atmosphère différente des donjons habituels qu'il a conquis auparavant. Tiny ajoute que c'est le donjon le plus difficile du monde, mais que le labyrinthe peut accorder des miracles et réaliser n'importe quel souhait. En retour, de dures épreuves les attendent, quels que soient les défis qui se présentent à eux. Tiny est convaincu qu'ils peuvent les surmonter ensemble. Sur ce, l'équipe entre dans le labyrinthe pleine d'espoir. En entrant, ils sont surpris de voir à quel point l'endroit est serein et calme. Q informe son maître que le labyrinthe contient des espaces indépendants pour chaque couche. Le voyant confus, elle explique que le labyrinthe a des montagnes, des mers, des déserts et des champs de neige, ce qui le rend très différent des donjons typiques. Q lui conseille de ne pas baisser sa garde car tout peut arriver. À ce moment-là, ils entendent un cri au loin, quelqu'un demande de l'aide. Un homme s'enfuit d'un essaim de rats de feu tandis que son esprit contracté est attaqué. L'équipe observe la scène chaotique, en déduisant que l'aventurier et son esprit ont dû provoquer le nid. L'aventurier impuissant essaie d'utiliser l'amélioration de la puissance magique, mais cela s'avère inutile. Q convient qu'il est impossible qu'un utilisateur d'esprit novice ordinaire puisse gérer autant de rats de feu. Comme il pourrait être pris dans la bataille s'il reste inactif, Tiny décide d'agir au nom de l'équipe pour montrer à Alva ses capacités. Elle lance un sort et utilise sa technique spirituelle, l'invocation conditionnelle. Elle invoque un slime géant, stupéfiant les sœurs car les techniques d'invocation ne sont généralement pas effectuées par les rookies. Alva se demande si sa technique est vraiment si impressionnante, et Juris lui conseille de regarder comment la bataille se déroule. Tiny ordonne à son slime de se disperser, tuant de nombreux rats de feu à la fois. Q explique qu'invoquer et contracter un slime de niveau suprême n'est pas une mince affaire. Cela nécessite au moins une capacité de classe de 30e couche. Alva est surpris car ils ne sont qu'au premier niveau, réalisant que Tiny a déjà dépassé le stade de débutant en tant qu'utilisateur d'esprit. La femme se concentre sur son combat en utilisant l'amélioration de la puissance magique, ce qui impressionne encore plus Alva, d'autant plus qu'avec un seul esprit, elle submerge déjà une énorme armée de rats de feu. Pour conclure le combat, Turtle se joint à la bataille, maniant sa lance maudite et délivrant un coup rapide qui anéantit encore plus de rats de feu. Il s'arrête pour faire l'éloge de sa maîtresse, disant à tout le monde qu'elle est spéciale parce qu'elle a reçu une formation stricte d'utilisatrice d'esprit depuis son enfance. Pour son dernier mouvement, Tiny utilise un autre sort et empale les rats de feu restants avec de l'acier magique, impressionnant encore plus les aventuriers qui la regardent se battre. Il s'avère qu'elle est une utilisatrice d'esprit d'élite formée par la Cité des Esprits, une véritable recrue de classe mondiale. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.